on continue la série Le chemin simple vers la richesse de J.L. Collins. Puis on va répondre à 4 questions concrètes. Première question, qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas accès à Vanguard? Deuxième question, comment appliquer la stratégie du livre dans nos CELI, REER, CELIAP? Troisième, pourquoi J.L. Collins se méfie des conseillers financiers? Et quatrième question, et si on reçoit un gros montant d'argent, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on l'investit d'un seul coup ou on l'étale sur une période de temps X? Voici aujourd'hui, on va reprendre la philosophie simple de J.L. Collins, puis on va l'adapter concrètement à la réalité du Québec et du Canada. Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Alors, on est rendu à l'épisode 8, avant-dernier épisode, avant de conclure la série sur le livre Le chemin simple vers la richesse. À l'épisode précédent, on parlait des fonds indiciels, on parlait des faibles frais, on parlait de l'investissement à long terme, l'allocation action-obligation. On a décortiqué vraiment le cœur de la stratégie qui est proposée dans le livre. Peut-être qu'on peut se demander maintenant comment j'applique ça dans ma vie concrètement. Il peut y avoir des petits détails. Des questions qu'on veut répondre. Donc, l'auteur du livre nous amène certaines clarifications sur des situations par rapport à la stratégie. Donc, l'auteur nous dit quoi faire si on n'a pas accès à Vanguard. Okay, comment appliquer la stratégie si Vanguard n'est pas disponible pour nous? Principalement, là, le premier cas, ça serait le cas avec notre employeur. Donc, supposons que nous, notre seule façon d'investir, c'est avec un régime de retraite de notre employeur. C'est possible que ce soit un régime collectif. Les fonds sont déjà préétablis. On n'a pas vraiment de choix. Ici, je vous dirais que le plus important, c'est d'aller chercher le match de l'employeur. Donc, si le régime offert avec l'employeur n'offre pas de match, bien, techniquement, on pourrait décider d'aller faire d'autres choses peut-être que ce qui est proposé par le régime collectif de l'employeur. Mais si l'employeur offre un match, c'est absolument important d'aller chercher, donc d'aller investir jusqu'à la hauteur de ce que l'employeur met en termes de montant. Parce que là, on va vraiment chercher un rendement que même si on va vers un fonds qui a un peu plus de frais, on va être gagnant dans la stratégie. Donc, supposons que notre employeur offre jusqu'à 2-3 % de notre revenu en match. Bien, il faut aller cotiser ce 2-3 % là de notre revenu pour que l'employeur mette le même montant. Après ça, on pourrait décider de faire autrement si on veut, mais tu sais, c'est un petit peu ce que J.L. Collins propose ici. Ça se peut que notre employeur fasse affaire avec une institution financière qui n'offrira pas les fonds indiciels, qui vont offrir seulement des fonds activement gérés. Bon, à ce moment-là, s'il y a un match, OK, parce qu'on fait déjà un bon rendement juste par le fait que notre employeur met le même montant que nous. Autrement, ben, on peut peut-être aller évaluer nos options. Deuxième cas, ça va être si on fait affaire avec un conseiller financier justement de notre institution financière. Ça se peut que le produit Vanguard ne soit pas disponible ou même les produits indiciels ne soient pas disponibles. Ben là, il faudrait voir, OK? L'important, c'est, comme je viens de le dire, c'est les faibles frais, c'est la gestion passive, c'est la gestion indicielle. Donc, si avec notre conseiller, c'est pas possible d'aller vers des produits de ce type-là, donc indiciel, faibles frais, gestion passive, je vous dirais de chercher ailleurs, d'aller voir un conseiller qui va offrir ces produits-là. OK? Parce que la stratégie, le chemin simple vers la richesse, on doit absolument aller vers ces produits-là. Puis finalement, si on est investisseur autonome, normalement, il n'y aura pas de problème à aller vers Vanguard parce que les fonds négociés en bourse, normalement, notre plateforme de placement en ligne va nous donner accès à du VEQT, VGRO, VBAL, puis à tous les produits aussi compétiteurs. L'auteur ici préfère Vanguard parce que c'est l'entreprise originale qui vraiment a popularisé les fonds indiciels.
techniquement, Vanguard n'offre, je ne suis même pas certain qu'ils offrent des produits activement gérés. Les compétiteurs, eux, sont arrivés avec les produits indiciels parce qu'ils n'avaient pas le choix, parce que Vanguard était en train de prendre tout le marché avec leurs fonds indiciels. Donc là, les compétiteurs sont arrivés, puis un mal nécessaire ont dû offrir ces produits-là, mais reste que les compétiteurs, souvent, ont des fonds activement gérés aussi. Le but, c'est de faire du profit. Vanguard redistribue son profit à ses détenteurs de parts, aux États-Unis. Bref, vous écouterez les épisodes précédents. Ça, c'est si on est investisseur autonome. Donc, ça peut être payant d'apprendre à le faire par nous-mêmes puis de devenir investisseur autonome. Puis là, à ce moment-là, il n'y a pas de problème à accéder aux produits Vanguard. Mais le plus important, ce n'est pas la compagnie, ce n'est pas Vanguard, c'est les faibles frais, la simplicité, puis d'avoir un portefeuille qu'on va être capable de garder sur le long terme. Deuxième question, dans quel compte appliquer la stratégie? Ici, là, le plus important dans les comptes, c'est CELI REER, OK? Puis c'est de comprendre que CELI, REER, puis tous les autres comptes enregistrés, c'est une enveloppe. OK? L'auteur ici veut nous faire comprendre, parce que ça, c'est pas compris de tout le monde. Parfois, on peut mélanger, là, investir dans un CELI, est-ce mieux investir dans Vanguard ou investir dans un CELI? Mauvaise question à poser parce que tu peux investir dans Vanguard dans ton CELI ou investir dans Vanguard dans tous les types de comptes. OK? Donc, faire la distinction entre dans quoi on investit versus l'enveloppe, le type de compte. Principalement, il y a deux familles. Tu peux avoir un compte non enregistré qui n'est pas enregistré auprès du gouvernement ou tu as les comptes enregistrés. Donc, CELI, REER, REEE, REEI, CELIAP. Donc ça, c'est important de les comprendre. L'idée globale avec les comptes enregistrés, c'est qu'on va vouloir les maximiser. Tu sais, c'est des avantages fiscaux. Il faut en profiter de ces comptes-là. Là, je pourrais rapidement vous donner quelques indices par rapport à la stratégie. CELIAP, est-ce qu'on devrait aller 100% action comme le propose le livre pour le CELIAP? Le problème avec ça, c'est que le CELIAP, c'est pour un horizon de temps quand même relativement court. On investit dans notre CELIAP pour acheter notre première propriété. Donc, les placements qu'on va mettre dans ce compte-là ne devraient pas être 100% action. Ça devrait être des produits, peut-être même un compte épargne. Ça pourrait être peut-être à la limite des comptes, des produits placement où est-ce qu'on a une plus grande portion en obligations. L'important, c'est de ne pas perdre juste avant, par exemple, un mois avant d'acheter notre propriété. On ne veut pas perdre 20% de ce qu'il y a dans notre CELIAP. Ça ne fait aucun sens. Tandis que si on met 100% d'action, ça pourrait techniquement arriver un crash boursier où est-ce qu'on perd 20%. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Donc, tout ce qui est court terme, peut-être que là, la stratégie, un chemin simple vers la richesse, on parle pour le long terme, on parle de stratégie d'investissement pour la retraite. Donc, le CELIAP, on n'est pas tout à fait pour la retraite, c'est vraiment pour l'achat de notre première propriété. REER, tout va bien, on peut appliquer à 100% la stratégie. CELI, là, ça dépend comment vous l'utilisez. L'une des utilisations idéales pour le CELI, c'est de l'utiliser pour la retraite. Mais on pourrait vouloir l'utiliser pour plus court terme, des projets. Donc, à ce moment-là, évidemment, si on pense le retirer bientôt, si on veut l'utiliser pour un projet précis qui arrive dans le court terme, peut-être qu'on ne voudra pas aller 100% action comme la stratégie, le chemin simple vers la richesse. Moi, j'utilise là, pour mon REER, pour mon CELI, j'utilise VEBAL, j'utilise la stratégie un seul fonds, puis ça s'applique à ce moment-là. REEE, REEI. Ben là, c'est soit pour les études des enfants ou un compte d'épargne d'invalidité. Donc là, ça dépend vraiment de l'horizon de placement encore là. Pour le REEE, il y a un cas où est-ce qu'on voudrait investir pour justement le futur de nos enfants pour ses études. Si on va vraiment l'utiliser pour les études, à ce moment-là, lorsqu'on approche des études, il faut peut-être pas avoir 100% en action. Mais si on pense le transférer dans le CELI de l'enfant, puis que ça va rester de l'argent qui est investi, puis que ça ne va pas vraiment être utilisé pour les études, à ce moment-là, la stratégie, on peut l'appliquer dans le REEE pour notre enfant. REEI, même c'est vraiment l'important, c'est quand est-ce qu'on va avoir besoin des fonds. OK, mais ça s'applique. Puis le non enregistré, typiquement, lorsqu'on va avoir rempli tous nos comptes enregistrés, notamment le CELI, le REER, là, on pourrait vouloir en mettre dans un compte non enregistré.
Petit astérisque, c'est si on décide de faire manœuvre Smith avec des fonds empruntés sur notre hypothèque, moi, j'aime bien y aller avec un compte non enregistré pour la manœuvre Smith parce que là, on conserve la flexibilité de pouvoir rembourser notre dette à tout moment. Tu sais, si on emprunte pour mettre dans le REER, par exemple, ben là, ça, on emprunte puis on se prend un paiement qu'on va être obligé de faire parce qu'on ne pourra pas le retirer après de notre REER. On va pouvoir le retirer juste à la retraite avec des petits montants. Tandis que si on investit dans un compte non enregistré, ben on garde la flexibilité de pouvoir vendre nos placements puis rembourser notre dette à tout moment. Donc ça, j'aime bien ça. Même si techniquement, la stratégie Manœuvre Smith, c'est aussi pour le long terme. On veut investir pour 10, 15, 20, 25 ans, le temps de rembourser notre hypothèque. Mais quand même, l'aspect flexibilité, ici, pour moi, est important. On va peut-être mettre en priorité dans un compte non enregistré. À vous de voir, OK? Parce que emprunter pour mettre dans un CELI, ça peut marcher aussi. Emprunter pour mettre dans un REER, je le sais que plusieurs planificateurs financiers vont proposer aussi cette approche-là. Moi, je ne l'ai jamais fait personnellement. Ensuite, troisième question. Pourquoi J.L. Collins se méfie des conseillers financiers? Okay, ici, c'est pas tant que les gens sont mal intentionnés, que les conseillers financiers ne connaissent pas bien leurs choses. La grande critique ici de J.L. Collins, c'est qu'il critique l'industrie parce que malheureusement, l'intérêt des conseillers financiers n'est pas bien aligné avec l'intérêt des investisseurs. Okay, le problème, c'est dans la structure de l'industrie. Okay, donc, en gros, les conseillers financiers sont incités à vendre des produits complexes, à vendre des produits activement gérés parce que c'est plus payant pour eux. Ils ont des plus grandes commissions, les frais sont plus élevés, ils ont un intérêt financier à vendre ces produits-là. Okay? Puis ça, c'est dommage. Puis c'est pour ça qu'il faut un petit peu insister avec notre conseiller financier pour lui dire qu'on veut un produit qui est indiciel, qu'on veut un produit qui a peu de frais puis qui est géré passivement. Malheureusement, J.L. Collins, il dit, si on est capable de s'informer, de s'éduquer par soi-même, puis d'aller vers l'investissement autonome, c'est là qu'on va aller chercher des placements pour le long terme avec le moins de frais. Mais sinon, on peut demander quand même à notre conseiller financier d'aller vers des produits indiciels. Puis, il parle aussi dans le livre J.L. Collins des conseillers à honoraires. À honoraire, reste que c'est très difficile parce que ça, c'est lorsque notre conseiller financier, par exemple, va travailler à l'heure ou va travailler en mandat, il va nous envoyer la facture. Donc, au lieu de nous vendre des produits puis d'avoir une cote sur les produits ou d'avoir votre actif sous gestion avec lui puis d'avoir justement un pourcentage de votre actif qui est sa rémunération, un conseiller à honoraire va vous envoyer une facture. Puis ça, ça reste difficile psychologiquement à devoir payer son conseiller financier, à devoir payer des milliers de dollars. Donc, il y a très peu de gens qui le font. Mais techniquement, ce que J.L. Collins nous dit, c'est que c'est ce qu'on devrait tous faire si on veut des conseils. C'est ce qui, sur le long terme, devrait être le moins coûteux pour nous, c'est d'aller avec un conseiller à honoraire. Mais il comprend que c'est très difficile psychologiquement de faire ça. Un bon conseiller va avoir quand même énormément de valeur. Okay? Puis là, je veux absolument vous le dire par rapport à la fiscalité, par rapport aux comptes enregistrés, non enregistrés, par rapport à justement vous expliquer un petit peu l'allocation d'actifs, actions versus obligations, par rapport surtout à la discipline. Tu sais, avoir un conseiller financier, ça fait une barrière entre vous et vos placements. Donc, le bouton panique est un peu plus loin. Donc, le grand danger en investissement, on l'a vu, c'est de paniquer lorsque les marchés baissent. Avec un conseiller financier, on est protégé un petit peu de nous-mêmes par rapport à ça. Ça empêche la panique. Donc, ça, c'est excellent. Puis, ça peut valoir le coup d'avoir notre actif sous gestion avec un conseiller. Surtout si ce conseiller-là est allé vers des produits qui sont indiciels à peu de frais, puis que tout ce qu'on a à payer avec notre actif sous gestion, dans le fond, c'est le frais du conseiller. Donc, peu importe la structure, le plus important, ça reste de comprendre ce qu'on paye, pourquoi qu'on le paye, puis combien ça coûte réellement.
Dernière question que je veux répondre par rapport avec le chemin simple vers la richesse, c'est que faire avec un gros montant? Donc, l'auteur du livre nous parle un peu de cet aspect-là. Qu'est-ce qui arrive si j'ai un héritage, si je reçois un bonus ou si, par exemple, je voudrais investir d'un coup un montant que j'emprunte sur mon hypothèque, OK? Parce que ça, c'est, moi, dans mon monde, c'est un petit peu la situation. Les gens veulent faire ça, donc veulent prendre un montant sur leur hypothèque pour investir d'un seul coup. Puis là, il y a ce qu'on appelle le DCA, le Dollar Cost Averaging. C'est le fait d'investir progressivement mois après mois, donc de découper le montant qu'on veut investir, puis de l'étaler sur plusieurs mois au lieu de l'investir d'un seul coup. Quelle est la position de J.L. Collins à ce sujet? J.L. Collins n'est pas un fan du DCA parce que, à tête froide, lorsqu'on fait les calculs, le plus payant, c'est d'avoir l'argent qu'on a à investir sur le long terme le plus tôt possible, de l'avoir investi le plus tôt possible. Donc, techniquement, si on fait les calculs, les projections du dollar cost averaging, on va avoir un moins bon rendement. Pas tout le temps, mais lorsqu'on fait plusieurs simulations, qu'on fait plusieurs cas, en général, ça va être plus payant juste de l'investir dès qu'on a l'argent. Donc moi, personnellement, c'est ce que je fais. Lorsque j'ai un montant qui arrive, je ne vais pas l'étaler. Je vais tout de suite le mettre dans mon allocation d'actifs. Là. Présentement, ce que j'ai fait là, dans les dernières années, c'est que j'achète du VBAL. Donc, j'achète justement le marché avec l'allocation d'actifs que je vise. J'achète ça d'un seul coup quand je reçois l'argent, puis je ne prends pas la peine de l'étaler, de faire du dollar cost averaging. Dans la stratégie Un chemin simple vers la richesse, c'est ce que l'auteur propose, si on est capable. Mais tu sais, évidemment qu'il y a une valeur à faire du dollar cost averaging. La valeur, c'est que psychologiquement, ça peut nous aider à investir, tu sais, parce que la grande peur, c'est d'investir un gros montant puis que le lendemain, ça perd 10-20 % puis là, on ne se sentirait pas bien. Donc, si ça nous empêche d'investir, cette peur-là, ben peut-être qu'on est mieux de le faire en DCA, en Dollar Cost Average, de l'étaler, puis si ça nous rend à l'aise de le faire de cette façon-là, ben au moins, on va investir quand même. Voilà, donc c'est mieux que rien, OK? C'est pas si pire, là. Si, ben, l'auteur ici dit, ben, en réalité, si on veut vraiment simplifier la vie, puis si on veut avoir le meilleur rendement, ben, on fait juste investir tout de suite le montant qu'on a, puis on n'a pas besoin de faire du dollar cost averaging. En conclusion, les 4 questions répondues aujourd'hui. Ce que j'aime du livre Le chemin simple vers la richesse, c'est que J.L. Collins nous rappelle constamment que l'investissement n'a pas besoin d'être compliqué. Ce qui compte vraiment, c'est d'investir régulièrement, garder les frais faibles, utiliser intelligemment les comptes enregistrés et rester investi longtemps. Souvent, le plus difficile en investissement, c'est pas de comprendre la stratégie, c'est d'avoir la discipline, de le garder pendant 20 ou 30 ans. C'était tout pour cette semaine. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous souhaite un bon cheminement vers l'indépendance financière. Merci. Si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à me laisser des étoiles, un rating ou un commentaire dans Spotify ou Apple Podcast. Pour plus de contenu, allez suivre ma page Facebook Indépendance financière et hypothèque. Et si vous voulez en savoir plus sur mes services ou voulez prendre rendez-vous avec moi pour me parler, allez simplement sur mon site web frédériclacharité.com. À bientôt!